Bon, est-ce que je le relance? Il nous manque Laure. Hein. Non, elle est là. Ah bon? Pourquoi Oui. je la vois pas, moi? Ah non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour un live un peu exceptionnel. Alors, je ne sais pas, on a un petit souci à l'image. Bonsoir. Laura, voilà certaines de nos intervenantes. Bonsoir, voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être avec nous ce soir pour un live un peu exceptionnel que nous avions vraiment à cœur de pouvoir vous proposer chez Optoys en cette fin d'année si particulière. Et un live consacré à un sujet majeur, un sujet de société qui nous concerne tous, un sujet épineux, mais incontournable si on veut parler d'inclusion. C'est la scolarisation, plutôt les scolarisations ou la non-scolarisation des enfants porteurs de handicap et bien entendu ce que cela induit dans leur famille et pour eux-mêmes. Nous avons invité ce soir 5 actrices de l'inclusion, 5 femmes exceptionnelles, vous allez pouvoir vous en rendre compte, enseignantes, mamans, militantes, à échanger sur ce sujet autour d'une table ronde. Alors bonsoir Sonia. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie et Nathalie. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Laura. Bonsoir. Et bonsoir Laure. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, avant d'échanger entre vous, mais aussi avec nos spectateurs, puisque je le rappelle, vous pouvez tous et toutes envoyer vos questions à nos intervenants qui répondront à la fin de ce live. Donc, nos intervenantes vont nous aider à préciser dans un premier temps ce que l'on entend par solution de scolarisation adaptée. Nous présenterons notamment avec elles les dispositifs existants et nous ferons un état des lieux, notamment avec vous, Sonia, de la situation en France. Et puis avec vous, Laura, pour ce qui concerne le polyhandicap. Et puis, vous nous présenterez dans un deuxième temps les actions, les projets innovants que vous avez mis en place pour faciliter ou accompagner la scolarisation, les apprentissages et la socialisation des enfants et des adolescents porteurs de handicap. Et ce sont des projets dont ce soir, nous allons essayer de tirer des enseignements, de voir comment ils peuvent représenter un modèle à généraliser, ouvrir des perspectives, en fait, accélérer la transition inclusive engagée par l'État. Alors, à live exceptionnel, durée exceptionnelle, nous serons ensemble ce soir pendant 1h30, donc jusqu'à 22h. Je précise bien entendu que si vous ne pouvez pas rester avec nous pendant toute cette durée, cette table ronde sera rediffusée sur notre chaîne YouTube, que nous en proposerons également un récapitulatif sur notre blog, blogoptoys.fr, avec la vidéo également. Je voudrais faire un petit point technique parce que comme à chaque fois qu'on a beaucoup d'inscrits à l'une de nos rencontres, vous avez pu voir des messages qui sont des tentatives d'arnaque. Donc, je vous invite vraiment à ne cliquer que sur les liens que ma collègue Alexandra, que je salue, qui est derrière son écran et qui est avec nous ce soir, va vous proposer au fil des paroles de nos intervenantes. Donc, quand vous voyez que le message est envoyé par Optoys, vous pouvez cliquer. Sinon, vraiment, faites attention. Je voudrais ce soir aussi donner un avertissement, prévenir. Nous sommes très heureux de vous présenter ces actions associatives locales, mais il ne s'agit en aucun cas de véhiculer le message que des initiatives associatives devraient pallier les missions de l'État, les missions publiques de l'État. Parce qu'il faut le rappeler, la scolarisation des enfants est un droit de tous les enfants. C'est un droit qui est consacré par la loi française, notamment à travers l'article de 2005 dite d'égalité des chances. C'est un droit consacré par l'ONU. Et pourtant, c'est un droit qui, aujourd'hui encore, n'est pas efficient, n'est pas suffisamment et parfaitement respecté. Cette année 2020, qui aurait dû être, selon Emmanuel Macron, selon ce qu'il avait annoncé en février, l'année où aucun enfant
ne serait sans solution de scolarisation à la rentrée de septembre, les aura au contraire encore plus éloignés de l'école, parce que la continuité pédagogique était plus difficile à mettre en place, parce qu'ils sont souvent les oubliés. Et donc, nous, on avait vraiment envie, chez Optoys, de ne pas clore cette difficile année sans aborder et sans permettre encore une fois, à des actrices exceptionnelles de parler de ce projet important s'il en est avec vous. C'est aussi cette non-effectivité de la loi ce qui a poussé donc l'UNAPI à relancer fin août 2020 sa campagne J'ai pas école. Et on a ce soir Sonia Aeniou pour en parler avec nous. Rebonsoir Sonia. Rebonsoir. Merci Marianne de nous avoir toutes invitées à cet événement pour parler. Alors, je vais vous présenter en 2 mots, Sonia, pardon. Vous êtes vice-présidente de l'UNAPI sur les missions éducation-scolarisation. Vous êtes présidente de l'UNAPI Charente-Maritime également, puisque alors là, toutes nos intervenantes sont vraiment réparties dans la France entière. Vous êtes aussi la maman de 2 enfants, Ambre et Louis. Ambre étant une jeune fille, une jeune adolescente porteuse de troubles du spectre de l'autisme et de TDAH. Et l'UNAPI, vous allez présenter cette fédération, mais c'est, on peut dire, la première fédération d'associations des personnes handicapées et de leurs familles en France. Oui, c'est ça. En fait, à l'origine, l'UNAPI, c'était des parents qui, il y a plus de 60 ans, n'avaient pas de solution d'accompagnement pour leurs enfants en situation de handicap. Et ils ont toqué à toutes les portes, trouvé des financements, trouvé des locaux pour justement accompagner leurs enfants. Et ce sont les premiers établissements en fait qui ont été créés et les premiers accompagnements au niveau des enfants en situation de handicap. Et quand les enfants ont grandi, ils ont construit au fur et à mesure des solutions pour ces enfants-là. Donc c'est important de le dire parce que l'UNAPI est issue en fait de volontés de parents qui ont voulu trouver des solutions pour leurs enfants. Et l'UNAPI s'est réunie, toutes ces associations qui ont construit des établissements se sont réunies en fédération et ont décidé de militer et de défendre tout le droit des personnes et des familles de personnes en situation de handicap, que ce soit des enfants, des adultes et des personnes vieillissantes. Donc voilà, je suis une des mamans, il y en a beaucoup d'autres, il y en a d'autres aussi ce soir. Et sur la question de scolarisation, alors l'UNAPI, c'est 500 associations réparties partout en France et en Outre-mer. Et sur ces 500 associations, il y en a 310 qui ont créé des établissements et des services pour les personnes. Au niveau des enfants, il y a 30 000 enfants qui sont accompagnés par des associations de l'UNAPI, soit dans des instituts médico-éducatifs, soit par des soins externalisés qui s'appellent des CESAD. Alors, la traduction de CESAD, parce qu'il y a beaucoup de sigles, hein, alors, pour les gens qui ne sont pas acculturés, je vais essayer de parler en facile à lire et à comprendre. Ce sont des services d'éducation spéciale et de soins à domicile qui se déplacent sur le lieu de vie des enfants et qui se déplacent aussi au sein des établissements ou sur les établissements de soins. Voilà. Et alors, effectivement, la particularité de l'UNAPI, c'est que c'est à la fois une association qui accueille des enfants, qui propose des solutions de scolarisation et qui se bat, qui mène vraiment un combat pour la scolarisation de tous ces enfants. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots, Sonia, de la campagne donc J'ai pas école, que l'UNAPI a relancée, c'était quelques jours avant la rentrée de septembre. Oui, bien sûr. Alors, avant de parler de la campagne, il faut, quand on parle de scolarisation, de quoi on parle? Il y a plusieurs modalités de scolarisation. C'est important de le comprendre parce que c'est complexe finalement, parce que quand on est un parent d'enfant ordinaire, on a juste à aller à la mairie inscrire son enfant, il rentre à la maternelle et il suit son cursus en fonction de ses possibilités. Pour un enfant en situation de handicap, c'est pas si simple que ça. Donc, vous avez des enfants qui ont des besoins spécifiques, qui ont besoin juste d'un accompagnement pédagogique qui peut être mis en place par l'enseignant. Vous avez d'autres enfants qui ont des besoins de soins. Donc, ils font l'objet, ils sont suivis par un projet d'accueil individualisé qui est lié à la santé. Ça peut être une allergie alimentaire, ça peut être des soins qui sont plutôt infirmiers. Vous avez aussi d'autres qui ont besoin juste d'un aménagement pédagogique.
c'est un PAP, plan d'accompagnement pédagogique. Ils ont besoin parfois aussi d'un soutien avec un matériel pédagogique adapté, un ordinateur bien souvent, et d'autres qui ont des difficultés de scolarisation qui sont suivis dans un programme personnalisé de réussite éducative. Quand on a besoin d'un accompagnement un peu plus renforcé, ça peut être une aide humaine, ce qu'on appelle anciennement les AVS. Maintenant, ce sont les accompagnements éducatifs, AESH, individualisés qui sont propres à l'enfant ou collectifs qui peuvent être partagés entre plusieurs enfants ou entre plusieurs établissements. Et quand vous avez besoin d'un accompagnement encore plus renforcé, et renforcé par des équipes extérieures, qui peuvent être des équipes médico-sociales, ça peut être une scolarisation qui est à l'intérieur d'un établissement médico-social, qui s'appelle une unité d'enseignement, mais cette unité d'enseignement peut être aussi mise dans un établissement, dans une école ordinaire, des unités d'enseignement externalisées. Laura en parlera. Voilà, Laura en parlera. Dans les unités externalisées, vous avez des unités qui sont très spécifiques destinées à des enfants avec de troubles de l'autisme. Donc, ce sont les unités d'enseignement maternel autisme ou les unités d'enseignement élémentaire autisme. Vous avez aussi, j'ai oublié, j'ai sauté un cap, au sein d'une école ordinaire, vous pouvez avoir une classe qui vient en appui de l'inclusion de l'élève. Donc, l'élève... ça s'appelle les ULIS, les unités localisées d'inclusion scolaire, qui sont dans les écoles. Et l'enfant, sur les matières ou sur les temps de scolarisation qui peuvent se passer avec tous les autres élèves de la classe de référence, il peut aussi avoir des cours dans une classe avec un plus petit nombre d'enfants, un enseignement spécialisé et une accompagnante pour renforcer son accompagnement scolaire. Donc, il y a différents en fait, stades, mais vous pouvez avoir aussi un enfant qui peut être suivi par une équipe médico-sociale, un CESAD, qui intervient au sein de l'école aussi en appui de l'élève. Il y a des nouveaux dispositifs aussi qui sont mis en route. Ce sont des dispositifs d'appui, mais à l'équipe éducative. Ce sont les équipes médico-sociales et ce sont aussi des dispositifs d'autorégulation, alors ça c'est tout nouveau, qui interviennent auprès de l'équipe éducative pour accueillir un enfant avec autisme. Ouais. Renfort avec un enseignant référent surnuméraire et puis aussi d'autres, il y a psychologues, ergothérapeutes et psychomotricité. Donc il y a tout un tas de dispositifs qui sont mis à disposition de l'élève pour pouvoir lui faciliter en fait sa scolarisation. Alors quand on parle de difficultés de scolarisation, on voit finalement, c'est pour ça que la plateforme a été créée, on voit que finalement il reste encore des trous dans la raquette et qu'il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent soit sans solution de scolarisation ou qui se retrouvent avec un temps de scolarisation qui est inadapté par rapport à son besoin. Voilà, ça c'était un point qu'on souhaitait vraiment pouvoir aborder avec vous. C'était au-delà de la scolarisation. À partir de quand est-ce qu'on parle de scolarisation? Parle-t-on de scolarisation adaptée et de qualité quand un enfant va 4 heures, 6 heures par semaine à l'école? Par ailleurs, est-ce qu'il est vraiment accueilli de la manière la plus adaptée à ses besoins, de la manière qui va lui permettre à la fois d'apprendre au mieux et de se sentir bien parmi les autres? C'est un point sur lequel l'UNAPI insiste. Et alors, c'est vrai que les chiffres sont beaucoup mis en avant, les chiffres par le gouvernement, parce que c'est vrai qu'ils progressent, les chiffres de scolarisation des enfants porteurs de handicap progressent. On a de la difficulté à connaître des chiffres vérifiés ou récents, justement, des enfants n'étant pas scolarisés. En 2016, on parlait de 13 000 enfants, tout de même, qui n'avaient pas de solution de scolarisation adaptée. Oui. Tout à fait. Alors, la difficulté des chiffres, c'est ce que je disais tout à l'heure, que mettons derrière une scolarisation effective? Alors, quand les parents ont un enfant en situation de handicap, la première démarche est de faire un dossier MDPH. Le dossier MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées, doit recueillir, l'équipe pluridisciplinaire doit recueillir un certain nombre d'éléments qui vont permettre de voir les besoins de l'enfant et d'établir un projet personnalisé. Et dans le projet personnalisé sont détaillés tous les besoins de l'enfant et ça permet aussi d'orienter l'enfant vers un mode de scolarisation.
quand vous avez un enfant qui a un besoin d'une aide humaine, par exemple, d'une aide humaine individualisée, c'est un certain nombre d'heures d'un accompagnement humain qui doit être effectif pour permettre à l'enfant d'évoluer et permettre à l'enfant d'acquérir suffisamment d'autonomie pour sa scolarisation. À partir du moment où vous avez un enfant qui se retrouve scolarisé 1 heure par semaine, est-ce qu'on peut considérer qu'il est scolarisé correctement? Ça ne correspond pas à son besoin, ça ne correspond pas à l'orientation qui a été définie avec les différentes informations que la famille a fournies et les différents médecins et les différents bilans qui ont été fournis. Donc, pour nous, le chiffre derrière, il faudrait pouvoir dissocier le temps de scolarisation effectif et le temps de scolarisation qui correspond aux besoins de cet enfant-là. Donc, c'est pour ça que l'UNAPEI, justement, a tenu à porter la parole des parents, les difficultés qu'ils rencontrent, pour alerter le gouvernement, pour que le gouvernement puisse en prendre conscience et pouvoir ajuster au mieux et pouvoir effectivement répondre aux besoins de l'enfant par rapport à sa scolarisation. On voit justement qu'il y a différents profils et différentes problématiques. Ouais. C'est ce que justement la campagne J'ai pas école a souhaité mettre en avant. Elle a souhaité, en fait, vous avez invité les familles à témoigner et à faire connaître la situation réelle, très précise, dans laquelle elles se trouvaient à 4-5 jours de la rentrée de septembre. Qu'est-ce qu'a donné cette campagne? Qu'est-ce qu'il s'agissait aussi de montrer justement des réalités que vivent les familles derrière cette non-scolarisation ou cette scolarisation insuffisante? Alors, cette campagne, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est une réédition. Elle a déjà été lancée l'année dernière, donc il y a eu quand même beaucoup de témoignages. À ce jour, on a eu 584 témoignages. Avec les témoignages aussi l'année dernière, sachant que les personnes qui ont témoigné l'année dernière n'ont pas forcément eu de réponse, n'ont pas forcément évolué dans leur modalité de scolarisation par rapport à cette année. Ce qui est important de dire, c'est que toutes les personnes ne témoignent pas, donc ce n'est pas une liste exhaustive de toutes les personnes qui rencontrent des difficultés, mais cela étant, les difficultés qui ont été mises en avant sur ce site-là montrent les principales difficultés que peuvent rencontrer les familles. Notamment, vous avez des déscolarisations, parce que vous avez des enfants qui peuvent être sur des listes d'attente, soit des listes d'attente dans un dispositif Ulysse, soit des listes d'attente pour rentrer en IME. Et ces enfants-là, pour pouvoir continuer leur scolarisation, sont scolarisés dans un milieu ordinaire avec une accompagnante éducative ou pas, mais ils ne sont pas du tout dans la scolarisation dont ils ont besoin. Donc, ils se retrouvent quand même en difficulté. Vous pouvez aussi avoir des difficultés par rapport à la non prise en charge effective par un accompagnement éducatif, par une AESH, parce que l'AESH n'a pas été recrutée, parce qu'il n'y en a pas suffisamment, enfin, peu importe la raison, mais en tout cas, l'enfant n'a pas l'AESH qui avait été notifiée au départ. Ou alors, vous avez des AESH collectives qui interviennent auprès de l'élève, alors que l'élève a besoin d'un accompagnement individualisé, constant et très renforcé. Vous pouvez avoir aussi des enfants qui sont scolarisés à domicile, parce que du coup, ils ont été déscolarisés, ou alors pas scolarisés du tout. Donc, vous avez tout un tas de panels de difficultés qu'il faudrait prendre en compte et qu'il faudrait justement pouvoir pallier par d'autres mesures. Après, les mesures, ce n'est pas forcément de déployer plus de moyens, c'est de faire correctement toutes les prises en charge et tous les accompagnements qui ont été notifiés et pour que l'enfant puisse vraiment évoluer et sans rupture. Ouais. C'est ce qui vous faisait dire, Sonia, lorsque nous préparions ce live, que la bonne scolarisation reposait sur le bon vouloir des personnes et non sur le système. Oui, exactement. Alors, après, cependant, Pardon. Non, allez-y. Non, pour que les choses soient tout à fait claires, c'est vrai que chacune d'entre nous, en fait, lorsqu'on préparait ce live, nous disions, mais en même temps, il ne s'agit absolument pas de blâmer les enseignants, parce qu'on sait à quel point il est difficile pour eux, dans les situations d'exercice de leur métier qui sont les leurs,
avec les moyens qui sont les leurs, avec des classes de 30, 28, 30 enfants, de s'entendre dire qu'il faut inclure, ce qui est vrai, il le faut, mais sans que les moyens suivent forcément. Et lorsqu'on préparait ce live, Sonia, vous m'avez aussi dit, les enseignants seront en souffrance tant qu'ils ne parviendront pas à s'approprier les moyens qu'on met à leur disposition et tant qu'on ne pourra pas justement les accompagner sur le terrain. Mais pour aller vers une école inclusive idéale, hein, il faut que tous les acteurs puissent travailler ensemble, qu'ils puissent échanger et qu'ils puissent coordonner, évaluer et dispenser, chacun sur son registre de compétences, chacun devra pouvoir avancer avec les différents interlocuteurs. On voit sur le territoire qu'il y a des endroits où ça fonctionne très bien. Et quand ça fonctionne, très bien, c'est toujours perfectible, hein, évidemment, mais quand ça fonctionne parce que tous les interlocuteurs arrivent à échanger, arrivent à coordonner et arrivent à travailler ensemble. Vous avez les coopérations entre le médico-social et l'éducation nationale. Vous avez des équipes qui arrivent à échanger leurs expertises et se construire autour de besoins de l'enfant et de discuter et de co-construire. Sans oublier qu'il y a les collectivités aussi qui sont aussi partie prenante, parce que quand vous avez dans une école plus d'élèves avec des besoins très spécifiques, et il faut aussi que la classe et l'environnement puissent être adaptés pour accueillir tous les enfants avec leurs spécificités. Parce qu'il faut vraiment tenir compte de la spécificité des uns et des autres. Oui. On l'a vu pendant la crise Covid, tous les parents ont été en difficulté quand on leur a dit vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Quand les enfants ne peuvent pas aller à l'école, le parent ne peut pas aller travailler. Donc, nous avons tous vécu famille. On a eu un petit aperçu. Voilà, on a tous vécu cette situation-là qui est douloureuse, qui est compliquée. Tous les repères sont perdus. Donc, cette situation-là est vécue par les parents d'enfants en situation de handicap en permanence parce que ce n'est pas une situation temporaire, c'est une situation qui tient à tout le parcours de vie de la famille et de l'enfant. Alors, ce lien indispensable entre les différents acteurs qui accompagnent l'enfant dans ses apprentissages, vous l'avez toutes souligné et c'est vrai qu'il est systématiquement souligné lorsqu'on parle de la scolarisation des enfants porteurs de handicap. Et alors, on a avec nous ce soir deux intervenantes qui, à cet égard, justement, sont parfaitement exemplaires et on espère que le projet qu'elles sont en train de mettre en place essaimera et se généralisera. Ce sont Stéphanie Chagnier, bonsoir. Bonsoir. Et Nathalie Duhat. Stéphanie, vous êtes professeure ressource sur les troubles du spectre de l'autisme dans le département du Puy-de-Dôme. Et oui. Vous travaillez avec Nathalie Duhat. En fait, toutes les deux, vous vous connaissez, vous travaillez ensemble. Puisque vous avez justement mis en place un projet, donc éducation nationale et médico-social, puisque Nathalie est orthophoniste au sein du CRA, un projet que vous allez nous présenter destiné à accompagner justement les enseignants sur le terrain. Oui. Oui, bah, je vais commencer, Nathalie, juste pour présenter effectivement mon poste. Mon poste, c'est donc professeur ressources autisme dans le département du Puy-de-Dôme. C'est donc un poste qui est au niveau du service de l'école inclusive. Il fait partie en fait de la mesure numéro 5 de la stratégie autisme 2018-2022, puisque dans chaque département a été créé un professeur ressources autisme. Donc, en septembre 2019, il y a eu 50 professeurs ressources qui ont été nommés et en septembre 2020, 50 autres. Voilà. Donc, mon poste, effectivement, il est à l'inspection académique et j'interviens dans les classes et dans les écoles à la demande des enseignants qui reçoivent un enfant autiste ça peut être de la petite section à l'université. Et on me demande, en fait, de venir observer l'enfant ou l'adolescent et d'essayer de trouver des outils, des moyens qui pourraient, dans la classe, l'aider à être mieux scolarisé et surtout à mieux rentrer dans les apprentissages. Voilà, donc moi, je viens en aide à l'enseignant. Ce n'est pas le parent qui m'appelle ou ce n'est pas l'AESH qui m'appelle, c'est donc l'enseignant de la classe. Voilà.
Nathalie, si tu veux rebondir peut-être par rapport à la stratégie autisme, peut-être. Ah, Nathalie, il faut t'entend rebrancher pas. votre micro. On ne t'entend pas. Ah. Oui, c'est bon. Bon? Oui, Oui. c'est bon. Oui. Par rapport à la stratégie autisme, c'est vrai que dernièrement, le 6 avril, alors hop, je prends mes notes, Madame Cluzel a redonné des directives dans les cadres de la stratégie troubles du neurodéveloppement avec une partie sur la garantie de fluidité du parcours et aussi une partie qui nous a intéressés, c'était former et accompagner dans leur classe les enseignants accueillants des élèves autistes. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés avec Stéphanie sur ce point. C'est-à-dire que nous, au Centre Source Autisme, on fait de l'information, du conseil, de l'accueil de personnes autistes, mais aussi d'accompagnants professionnels ou familiaux autour de la personne autiste, enfant, adolescent ou adulte. Et donc, quand Stéphanie a été sur son poste qui était tout nouveau, on a vite travaillé ensemble, donc Éducation nationale et Centre Source Autisme, en se disant qu'on avait des compétences à mettre en commun. Et vite est émergée une demande en fait qui était presque purement matérielle, c'est-à-dire que des fois les enseignants accueillaient des enfants, mais n'avaient pas du matériel spécifique à des troubles sensoriels, à des troubles cognitifs, et toutes les adaptations matérielles demandaient en plus soit d'être bricolées, soit un financement. Et on s'est dit, plutôt que travailler toutes les deux, on aime bien travailler toutes les deux, ce n'était pas le souci. On voulait être plus large. On aime bien aussi travailler avec nos collègues des équipes médico-sociales. Donc, sur le Puy-de-Dôme, on a une équipe qui s'appelle l'équipe mobile enfant autisme. On a une équipe qui s'appelle le PCPE, prestation pôle de compétences de prestations externalisées, qui est dédié dans notre département à l'autisme. Et on a aussi un dispositif d'efficience intellectuelle, TSA. Et donc, les 5 partenaires, on s'est réunis et on s'est dit comment sur ce petit axe de le petit coup de pouce matériel à l'enseignante, on peut fabriquer quelque chose. Oui. Et donc, c'est comme ça. Alors, c'est comme ça que nous, chez Optoys, on vous a connus. C'est comme ça qu'est né le projet. Alors, nous, on l'a appelé Mallette. Mallette pédagogique. Mallette pédagogique. Alors, Sonia en parlait, elle parlait de l'environnement, effectivement, et que le fait de bâtir et de transformer l'école pour qu'elle devienne inclusive passait aussi par une adaptation de l'environnement. Ça passe par un équipement aussi. Qu'y a-t-il dans cette mallette? Oui. Alors, juste avant que Nathalie présente cette mallette, en fait, voilà, quand est né le projet, moi, quand j'interviens dans une classe, j'interviens généralement une demi-journée, c'est-à-dire que j'observe l'enfant une demi-journée. À la fin de cette demi-journée, je fais un point avec l'AESH et l'enseignante et voilà, j'explique un petit peu ce que l'enfant aurait besoin. Voilà, donc souvent, voilà, il y a quand même du matériel, il y a ce qu'on appelle des économies de jetons, ce qu'on appelle voilà, des petits contrastes. Voilà, il y a plein de petits outils. Et l'enseignante, elle me regarde, elle me dit, mais d'abord, moi, l'autisme, j'y connais rien, hein, c'est vraiment un trouble, je connais pas, voilà, je sais pas ce qu'il faut faire. Mais à quel moment je vais trouver du temps pour fabriquer tout ça? J'ai pas le temps. J'ai 5 enfants 10. Voilà, parce que dans les classes, il n'y a pas qu'un enfant autiste, hein. Il y a un enfant qui a un trouble du comportement, il y a un enfant qui est 10, il peut y avoir un enfant accompagné pour d'autres troubles. Et voilà. Et elle me disait, mais voilà, c'est très bien, ce que tu me dis, c'est super, mais à quel moment je vais le faire et comment je vais le mettre en place? Voilà, c'est comme ça qu'est née cette idée de mallette pédagogique et surtout de sensibilisation aussi à l'autisme auprès de l'enseignant, de l'AESH et de l'équipe pédagogique, parce que l'enfant autiste qui est dans une classe, ce n'est pas que l'enfant de l'enseignante ou de l'AESH, hein, c'est l'enfant de toute l'école et il va aller à la cantine, il va aller en cours de récréation, il va aller peut-être dans d'autres classes et voilà, il faut informer toute l'équipe pédagogique également. Voilà, donc Nathalie, je te laisse présenter un petit peu cette mallette, mais voilà. Et moi, l'aspect sensibilisation justement,
et du grand public, des enfants, à la fin de ces présentations D'accord. sur la nécessité de la sensibilisation. D'accord. Et moi, je me suis rendu compte de mes limites, c'est-à-dire que aller une demi-journée dans une classe, c'est pas grand-chose. Il faudrait y aller. Voilà, l'enfant a besoin d'un suivi vraiment. C'est là qu'interviennent aussi les autres équipes. Mais il faut se dire que moi, par semaine, voilà, au niveau du département, je peux avoir 10 demandes par semaine voilà, pour aller aider les enseignants. Et c'est là que mes limites sont. Vas-y, Nathalie, je te laisse rebondir sur la mallette. Je vais parler plus du matériel. Ouais. C'est vrai que la sensibilisation, on en reparlera, mais nous, on n'a pas voulu déconnecter une mallette. Le but, c'était pas de donner des outils et de dire, allez, on sait tous utiliser un time timer, on sait tous utiliser un casque anti-bruit. On a voulu aussi réfléchir à, dans notre mallette, il y a 2 heures de sensibilisation qui sont une condition obligatoire d'emprunt à la mallette. Et cette mallette qui sera rattachée à un des 5 partenaires, l'institutrice ou l'instituteur pourra faire référence pour l'utilisation du matériel, pour avoir du matériel supplémentaire, à une équipe médico-sociale qui est de terrain et qui est proche de l'enfant. Donc, c'est une base, mais forcément, elle sera adaptable et adaptée à chaque fois. Et donc, du coup, dans cette mallette, ça va être une valise, une grande valise à roulettes. Et ce que trouvera l'enseignante, c'est des livres de connaissances sur l'autisme dans la scolarité. Il y aura aussi du matériel pour des adaptations cognitives. Comment on met en place des pictogrammes pour mieux faire passer les consignes. Il y aura un peu de matériel de communication, mais sachant que c'est plutôt très personnel, le classeur de communication. Donc, c'est plutôt du matériel de communication pour faire comprendre les consignes, qu'est-ce qui va se passer dans la classe, comment va se dérouler une séance d'apprentissage. Et puis, il y aura, je regarde, un casque anti-bruit, voilà, du matériel sensoriel aussi. Des coussins picots. Des coussins, petits coussins dînaires et des choses comme ça. Et puis, il y aura la petite clé USB où on aura mis d'autres références, pour aller plus loin. Et on essaiera de travailler sur, si vous avez eu du matériel de base, des informations de base, si vous recherchez parce que le profil de l'enfant est plus sur des recherches sensorielles, on a le petit PDF qui vous permet d'avoir cette connaissance. D'accord. Voilà. Notre inquiétude, elle était parce que moi, en fait, je vais dans des classes où ils ont été chercher les enseignants parce que les enseignants, ils cherchent des outils, comment faire, mais parfois on arrive dans des classes et il y a bien un emploi du temps de rituel, il y a bien une économie de jetons, mais en fait, c'est pas utilisé. Il y a tout le matériel, tout est affiché. Mais en fait, ça ne sert pas du tout à l'enfant parce que l'enfant, il n'en est peut-être pas là. Il n'en est peut-être pas du tout à reconnaître un pictogramme parce que lui, pour le moment, il n'en est qu'à l'objet et qu'il va falloir travailler d'aller de l'objet au pictogramme. Voilà, les outils, ça ne suffit pas. Voilà, il faut se dire vraiment une chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on a tous les outils dans sa classe qu'on va aider l'enfant. Et là, vraiment, on a du travail là-dessus parce que voilà, l'outil ne suffit pas. Il faut de la formation, il faut de la sensibilisation et comment on va mettre en place ces outils-là. Ça fait un an et demi qu'on réfléchit au contenu de la mallette, aux conditions d'emprunt où on se met d'accord. On est tout à fait d'accord avec Stéphanie et les autres personnes des équipes pour transmettre notre mallette, mais la transmettre à des équipes qui accompagneront les enseignants. Voilà, c'est pas du clé en main, hop, vous avez de la magie dans la mallette, vous avez des outils et pourquoi on les utilise, comment on les utilise. Ça y est, ils sont là dans la classe. C'est déjà une première étape. Et après, cette mallette, elle nous permet aussi de réfléchir l'accompagnement des enseignants. Parce que c'est vraiment de l'individuel. Enfin voilà, à chaque enfant, son matériel. Et ce n'est pas parce qu'on a du scratch et des pictos que l'enfant, il va réussir à parler ou que l'enfant, il va rentrer dans l'apprentissage. Pas du tout. Ah ben non, ça ne suffit pas.
Ça serait bien. Ceci dit, ça serait formidable. Tu veux rebondir, Sonia, je crois. Vas-y. Oui, je voulais rebondir justement quand on parle des outils, ça ne suffit pas. C'est vrai, quand on est des familles aussi, on se forme pour essayer de pallier aux difficultés des enfants. Mais en parlant d'outils, tous les dispositifs dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sont aussi des outils. Ce sont des outils de scolarisation. Et développer un certain nombre d'outils sans accompagner les personnes qui s'en servent, ça ne permet pas de répondre vraiment aux besoins des enfants sur leur scolarisation et sur leur avancée dans l'autonomie. Donc, c'est important de dire que, alors c'est pas, comme disait tout à l'heure Marianne, de faire la chasse aux sorcières en disant les personnes elles ne font pas bien ou pas suffisamment bien. L'important, c'est que vraiment tout le monde se réunisse, puisse se réunir et tout le monde puisse justement optimiser l'utilisation de ces outils-là pour répondre vraiment aux besoins, parce que ce ne sont pas les enfants qui doivent s'adapter à l'école, c'est l'environnement, tout l'environnement qui doit s'adapter. Et tout l'environnement, ce n'est pas que les enseignants, ce n'est pas que les AESH, c'est aussi les autres enfants, c'est aussi les autres enseignants et ce sont aussi les parents d'élèves. Donc, on parlera tout à l'heure de la sensibilisation et de la formation, mais ce qui est important de dire, c'est que une personne en situation de handicap, une société inclusive, c'est vraiment la question de tout le monde est concerné. Ouais. Et alors, juste un mot, peut-être Sonia, justement sur la formation des enseignants, puisque c'est évidemment quelque chose dont il est souvent question et qu'on a souvent eu à déplorer. Les choses ont un petit peu changé ces derniers temps. Oui, les choses ont un petit peu changé ces derniers temps parce que la question de la formation des enseignants est très importante et celle des accompagnants aussi. Donc, se met en place des formations. Alors, dans le cursus de formation continue des enseignants, il y aura un temps de formation concernant le handicap pour tous les enseignants. Donc, à un moment donné, tous les enseignants seront formés au handicap et j'ai envie de dire, ce qui est important aussi, c'est pas de former sur les types de handicap, c'est de former aussi sur les répercussions qu'a le handicap sur le comportement des enfants. Et ça, c'est important parce que ce sont les répercussions qui sont difficiles à maîtriser ou à organiser pour que ça fonctionne correctement. Ce n'est pas le handicap par lui-même. Un enfant qui a une trisomie ou un enfant qui a de l'hyperactivité ou qui est dyslexique, ce sont les répercussions que ça a sur ses apprentissages dont il faut prendre conscience pour pouvoir justement y pallier et lui donner la compensation suffisante. Stéphanie et Nathalie, on nous demande où trouver la mallette. Alors pour le moment, c'est de prototype encore. Alors, non, oui, parce que le souci de cette mallette, c'est qu'elle coûte très cher. Ouais. Voilà. Que, encore une fois, dans l'éducation nationale, nous n'avons pas d'argent. Vas-y, Nathalie, vas-y. Oui, je voulais juste aborder le prix, je voulais quand même le dire parce que moi, c'est une notion que j'ai appris avec Stéphanie quand elle est revenue nous voir après avoir fait un petit peu son tour du département. C'est oui, mais quand on veut acheter du matériel et qu'on est enseignante, il faut un certain budget et le budget, en fait, il est alloué par enfant, par la commune, mais il n'est pas alloué en fonction des besoins de l'enfant, des besoins en plus de l'enfant. Donc, certains sont très peu intéressés par les feuilles et les crayons et ont besoin d'au-delà de ça. Et notre mallette, que nous, on considère de base, est à un prix de 600 €. Donc, c'est un vrai investissement. On imagine pour une maîtresse sur une classe, c'est finalement très cher. Ouais. Ce qui ne répond pas à la question où la trouver. Non, on a bien compris que ce n'était pas une mallette qu'on pouvait se procurer comme ça et sans accompagnement. Ouais. Maintenant, ce que ce qui est important, c'est que le modèle, en tous les cas, de cette mallette avec l'accompagnement qu'elle suppose et qu'elle nécessite, c'est un savoir-faire, je dirais, une expérience que vous êtes tout à fait prêt dans le Puy-de-Dôme à partager avec d'autres pôles ressources. Et puis nous, on tente, mais l'expérience que connaissent les parents, d'aller chercher du financement. Ouais. L'ARS nous soutient. Le CERA va financer 5 mallettes. Donc la commande est en cours. Nous, on serait plutôt sur une demande de 150. Et puis vite égrener sur les départements limitrophes. Donc voilà, on a une assistante sociale qui nous accompagne, ce qui est très utile. Tout l'aspect financier, c'est un aspect à prendre en compte. Et voilà, mais on tiendra au courant.
Ouais, oui, de toute façon, c'est un projet dont on parlera et dont on reparlera évidemment sur le blog de Ptoy parce qu'on en est partenaire et qu'on va essayer évidemment de mettre tout notre soutien justement à la constitution de ces mallettes et pour en permettre voilà, une production et un prêt en grand nombre. On a beaucoup de questions. On a eu à chaque fois des accueils très positifs de l'ARS. L'éducation nationale, enfin le DAZEN, on a écrit des courriers. Enfin, on n'a pas eu encore notre financement, on n'a jamais eu de refus et de gens qui disaient mais à quoi ça va vous servir? Donc on est prêt encore à taper à plein de portes parce qu'on voit bien que l'utilité elle est là et qu'on sera soutenu. Alors, on a pas mal de commentaires de gens qui nous demandent mais est-ce que les professeurs ressources existent dans d'autres types de handicap? Est-ce qu'on peut faire appel à un professeur ressources lorsqu'on a un enfant avec trisomie 21 dans une classe? Et Laura, ça me permet de faire aussi la transition vers vous, Laura Cobigo. Merci à vous, Stéphanie et Nathalie. Enfin, vous intervenez quand vous voulez. Laura, vous, ce qui est en place autour de l'autisme, c'est un peu ce dont vous rêvez ou que vous battez à mettre en place autour du polyhandicap. Vous êtes professeur des écoles, on pourrait dire spécialisé sur le terrain, en tous les cas. Vous êtes la présidente de l'association des Carrés d'Andéron, directrice du projet au Centre des Possibles. Et vous êtes aussi la maman de 2 enfants, dont Malo, qui souffre d'un polyhandicap. Et ce soir, vous allez justement nous parler de la condition très particulière des enfants avec polyhandicap par rapport à la scolarisation. Et vous allez nous présenter plus particulièrement votre projet qui sera à la fois un centre de ressources et une unité d'enseignement. C'est ça. Donc, merci beaucoup de nous laisser la parole à toutes ce soir. Moi, avant de commencer à rentrer un petit peu plus dans cette question de la scolarisation, je voulais un peu revenir sur le polyhandicap de manière générale et sur la définition qui est présentée et qui est validée. C'est vrai que la difficulté qu'on a dans le polyhandicap, c'est que c'est un champ du handicap qui est très, très vaste. On a une très, très grande hétérogénéité des profils. Avec des enfants qui présentent des difficultés qui sont multiples, qui sont complexes et qui vont influer sur leur développement et qui vont avoir des atteintes plus ou moins importantes des champs moteurs, cognitifs, affectifs, sociaux, de la communication. Et donc, tous ces handicaps qui vont se retrouver intriqués les uns aux autres et donc induire une dépendance donc sensiblement importante et avec, pour certains, des enfants qui vont présenter des troubles médicaux variés et plus ou moins envahissants. Donc, on peut se retrouver avec des enfants qui vont être dans la capacité totale de se mobiliser, d'effectuer un mouvement ou d'entrer en communication, d'autres qui vont pouvoir accéder au langage verbal et acquérir la marche. Donc, c'est pour ça qu'on se rend compte que voilà, c'est très, très compliqué de porter une définition et certaines familles ne se retrouvent pas dans les définitions actuelles, avec pourtant un diagnostic de poser, une étiquette de poser, comme on aime bien le faire, de polyhandicap. Et donc, elles n'arrivent pas à trouver les solutions adéquates pour répondre correctement aux besoins de leurs enfants. Et c'est justement par rapport à ce constat-là, concernant la définition qu'on peut mettre sur le polyhandicap, qu'on se rend compte que vu qu'il y a des besoins spécifiques très, très différents, on va avoir besoin d'une réponse spécifique, d'une technicité, d'une spécialisation et d'une très forte en fait, connaissance des processus d'intervention chez ces enfants. Et puisque les profils, en fait, ils sont très variés, on va avoir besoin d'accompagner ces professionnels de manière à ce qu'ils puissent, s'ils sont en contact d'enfants en situation de polyhandicap, répondre à chacun de ces besoins. Et ce qu'il ne faut pas aussi oublier dans le cadre du polyhandicap, et ce qui a été un petit peu annihilé pendant toutes ces années, c'est que malgré le fait que ces enfants présentent des handicaps complexes et parfois très lourds, tous ces enfants ont des potentiels d'apprentissage à exploiter. Et qu'en fait, il va falloir qu'on puisse répondre à leurs besoins et aussi à leurs besoins d'apprentissage, qu'on passe ce statut d'objet de soin qui leur est trop souvent attribué et sur lequel on se focalise totalement, qu'il ne faut pas
mettre de côté, mais qu'il faut passer ce cadre d'objets de soins pour pouvoir répondre à leurs besoins et leur permettre d'apprendre. Et on sait qu'ils vont pouvoir apprendre, et ça tout au long de leur vie. Oui. C'était une très très belle phrase qu'on avait retenue et entendue lors d'un congrès. Nos enfants sont capables d'apprendre. Oui, ils sont capables d'apprendre. Et alors, l'étape suivante, c'est en effet, dans le cadre du polyhandicap, et même de tout, c'est en fait, pourquoi en fait apprendre? Ouais. Alors, en fait, il a été aussi prouvé, et donc je pense que toutes les interlocutrices ce soir pourront le valider, c'est qu'en fait, plus le handicap est important, plus on va avoir une nécessité d'avoir accès à des apprentissages. Bien sûr. Et donc, en fait, c'est complètement incohérent avec la situation qui est proposée pour nos enfants. En fait, on se rend compte qu'apprendre, ça sert à comprendre son environnement et à pouvoir s'adapter. Si on est privé d'apprentissage, si on est privé de modalités qui vont nous permettre de mieux analyser l'ensemble des stimulations qui nous arrivent dès qu'on est en phase d'éveil, on est en position où on va subir ces stimulations-là. Les apprentissages, l'expérimentation, la manière d'être guidé dans l'analyse de toutes ces informations-là, elle va être très importante pour des enfants en situation de handicap parce que ça va leur permettre de mieux maîtriser l'environnement, de pouvoir agir sur lui, de pouvoir mieux le maîtriser et de ne plus être obligé de subir. En fait, être privé d'apprentissage, c'est juste mettre les enfants dans une situation de surhandicap. C'est ce dont Sonia parlait également. Et Sonia, vous parliez même quasiment de maltraitance, en fait, lorsque les enfants ne sont pas scolarisés, parce que justement, ils ont d'autant plus besoin, comme l'expliquait Laura, de ces apprentissages pour leur autonomie. Bien sûr. Bien sûr. Et puis en plus, on sait bien que les enfants, quand ils sont l'âge en fait d'apprentissage où ils sont le plus réceptifs à tout ce qu'on leur apporte, c'est l'âge de la scolarisation. Donc plus on attend et plus on tarde, et plus les enfants vont s'ancrer dans des comportements qui vont les empêcher d'acquérir de l'autonomie, parce qu'ils vont être envahis par leur comportement et envahis par la façon dont ils appréhendent justement l'environnement, comme le disait Laura. Ouais. Complètement. Et puis là, donc, dès le moment où on a identifié et dont on a pleinement conscience que priver ces enfants-là de situations d'apprentissage, d'expérimentation, de compréhension, d'utilisation de ces stimuli pour pouvoir mieux vivre et développer son autonomie et donc son confort de vie, il faut pouvoir être capable d'apporter la réponse nécessaire et donc réfléchir sur cette scolarisation adaptée. Et il faut aussi pouvoir de ce fait mettre les moyens pour proposer des cadrages, pour proposer des références, des ressources qui soient exploitables, mobilisables, pour pouvoir accompagner chacun des acteurs, que ce soit enseignants, AESH ou du médico-social, de manière à ce que ces acteurs-là soient accompagner eux-mêmes dans cette possibilité de présentation et d'offres pour répondre et accompagner du mieux possible ces enfants-là. Et comme dans le cadre de l'autisme, dans notre association, on milite de manière à ce qu'il puisse y avoir également des centres ressources et des personnes référentes pour le polyhandicap également, qui est une situation très, très complexe avec l'intégralité de ces handicaps intriqués les uns les autres. Ouais. Et du coup, alors l'association s'appelle des carrés dans des ronds. Alors évidemment, nous chez Optoys, on aime beaucoup déjà le nom de votre association. Et elle a cette ambition d'accompagner les enseignants sur un versant pédagogique, ce qui fait aussi la particularité de votre projet. En parlant, m'aviez-vous expliqué leur langage aussi, en connaissant aussi leurs besoins et leurs contraintes. Et donc, l'idée sera, je ne sais pas si vous voulez passer à la présentation du Centre des possibles, mais c'est un double, justement, un projet double. Oui, alors juste un petit peu avant, je voulais juste faire le point justement sur la scolarisation en fait, des enfants en situation de handicap, si vous le permettez, Marianne. Je viens de parler juste de la nécessité de pouvoir voir se créer, comme dans le cadre de l'autisme, des centres ressources polyhandicap. Donc ça, c'est impulsé notamment aussi par le gouvernement et dans le volet national polyhandicap et l'une des fiches d'action qui nomme la volonté de pouvoir mobiliser et de créer des équipes ressources. Et donc, c'est ce fameux centre ressources qui devrait se développer un petit peu partout en France. Donc, on attend de les voir se développer. Il y en a très, très peu qui voient le jour en France, malheureusement. Et encore moins sur cette question de la scolarisation, puisque les deux termes scolarisation et polyhandicap, c'est que très, très récemment qu'on les a vus ensemble dans des textes officiels. Il faut savoir qu'en France, on a 80% des enfants et adolescents polyhandicapés qui sont déscolarisés.
déscolarisés, sachant qu'on considère que la scolarisation, un enfant qui a 15 minutes de temps de scolarisation sur son emploi du temps hebdomadaire est scolarisé. C'est-à-dire qu'il y a quand même 3 enfants sur 4 qui n'ont même pas 15 minutes de temps d'apprentissage. Sur un petit peu l'historique de la scolarisation de ces enfants-là, les premières unités d'enseignement polyhandicap, elles ont vu le jour qu'en 2009 sur notre territoire national. Et il n'y a eu de véritable projet de recherche sur cette scolarisation, sur les processus d'apprentissage, que vers 2017-2018 avec le projet Polyscole porté par l'INSHEA, que je vous recommande fortement de pouvoir découvrir, et qui a permis, par la recherche scientifique, d'appuyer cette nécessité d'une scolarisation adaptée et réfléchie pour ces enfants-là, et qui a permis aussi à différents groupes de travail émanant du gouvernement de s'attacher à étudier et à proposer des cadrages et des textes de référence, avec notamment, là, très récemment, au mois de septembre, la publication d'un cahier des charges, unité d'enseignement polyhandicap, qui a vu le jour, et donc qui prévoit, et avec une obligation, au final, de se voir créer des unités d'enseignement, donc internalisées au sein des établissements spécialisés, mais également externalisées, donc implantées dans des écoles ordinaires. Et donc, en fait, concernant l'inclusion de ces enfants en situation de polyhandicap, en moyenne, elle est de 2-3 ans. Elles correspondent à que quelques heures de temps de scolarisation par semaine, parce qu'en fait, on considère encore que la scolarisation, c'est aussi la nécessité de l'individu de s'adapter à son environnement et à son environnement scolaire. C'est pour ça qu'on voit aussi dans les compétences de maternelle les termes devenir élève, être élève, et les compétences qui sont présentées par l'enfant qui montrent qu'il s'est bien mis en situation d'élève en situation d'apprentissage. Et dans le cas du handicap, et comme l'a dit Sonia tout à l'heure, on est dans une nécessité absolue que ce soit l'environnement qui se cale et qui s'adapte le plus possible pour répondre aux besoins et qu'il mette l'enfant en situation, en tout cas, de scolarisation. Donc, c'est les aménagements des outils, c'est l'aménagement de l'espace, c'est la réflexion de toute une équipe médico-sociale et enseignante autour des besoins de l'enfant. Et c'est l'adaptation aussi des programmes. Et en fait, tout ça, ça demande tellement d'adaptation, c'est une charge de travail qui est tellement colossale que certaines fois, ça fait très, très peur aux enseignants qui se trouvent complètement chamboulés de devoir accueillir dans leur classe des enfants qui présentent autant de handicaps complexes et multiples. Parce que là, on est face à des handicaps moteurs, cognitifs, sensoriels, avec des troubles du spectre autistique pour certains. Donc, on se rend compte qu'il y a une perte de repères tellement importante que la tâche de scolarisation et l'inclusion scolaire se trouvent elles-mêmes limitées. Ouais. Et donc, oui, pardon. Et donc, en fait, c'est vrai que... Non, la situation de scolarisation des enfants porteurs de polyhandicap, il faut la rappeler, c'est 80%. 80%, je me permets de répéter ce chiffre. Et encore, dans les 20% restants, comptons-nous des élèves scolarisés quelques heures, voire 1 heure ou 2 par semaine. Donc, c'est ça. C'est vraiment là, les progrès sont énormes, le chantier est énorme. Et c'est ce que. Alors, c'est aussi que votre projet au Centre des Possibles est en tout point intéressant en ce qu'il, justement, non seulement veut mettre en place une unité d'enseignement, mais que rattaché à cette unité d'enseignement serait proposé un centre de ressources, des formations. Vous allez nous expliquer tout ça ? Oui, alors notre projet, il partait à la fois d'une volonté donc, de créer un centre ressources et d'appui à la scolarisation, parce qu'on est dans notre association sur ce champ d'expertise-là, et qu'on souhaitait, il y a déjà des équipes du médico-social qui travaillent, qui accompagnent les projets d'inclusion en se focalisant pour la plupart exclusivement sur cette question de l'adaptation matérielle, du positionnement qui est très important de ces enfants en classe, et puis après l'accompagnement éducatif. Donc regarder quels sont les temps, comment mobiliser l'enfant, comment gérer ses déplacements, comment l'intégrer avec les autres. Donc on est dans des objectifs véritablement ciblés sur cette question de la socialisation, et puis l'après-socialisation, une fois qu'on a passé ce cadre-là, c'est plus compliqué. On a des professionnels du médico-social qui reviennent vers nous en nous disant « mais nous, on ne sait pas véritablement accompagner cette question du pédagogique, de l'apport pédagogique ». Donc c'est pour ça que nous… Ça s'arrête à la socialisation, en fait, en général. Très, très rapidement, et sauf qu'on on peut pas tout caler une scolarisation. Il faut, quand on parle de scolarisation pour l'enfant en situation de polyhandicap, il faut qu'elle puisse lui servir. Il ne faut pas que ça le mette en souffrance, donc on y reviendra certainement dans des questions tout à l'heure. Pour autant, il faut qu'elle ait le mérite d'exister
faut que l'enfant puisse quand même expérimenter cette approche-là, sans que ça le mette non plus, lui, en difficulté. Nous, notre volonté avec le centre ressources, c'est à la fois de créer, comme peuvent le présenter donc, les centres ressources autisme, une équipe mobile d'appui à la scolarisation, donc avec des professionnels qui pourraient venir, comme avec Stéphanie et Nathalie, être avec un enseignant référent polyhandicap, donc on milite également pour ça, en plus du centre ressources, militer pour un enseignant référent polyhandicap, parce que accompagner un enfant en situation de polyhandicap, comme je le disais, demande des connaissances très, très, très précises. Et donc, de pouvoir faire du lien directement avec les enseignants qui se retrouvaient dans des situations un petit peu aussi compliquées, des équipes pédagogiques qui pouvaient être mises à mal. On viendra en soutien de l'équipe médico-sociale. Donc ça, c'est le projet qu'on est en train de présenter à l'ARS, qu'on ne peut pas mettre en place tout de suite puisqu'on n'est qu'une association pour l'instant. Pour autant, notre centre de ressources, donc là, il l'ouvre, il se crée. Il va principalement se tourner vers la création d'une plateforme numérique d'appui et donc une présentation de ressources où on va aussi créer, présenter et mettre à disposition des outils qui puissent être exploitables, notamment par des enseignants, parce que c'est en parlant les mêmes mots et c'est en créant des outils qui font sens pour les enseignants. Nous, les enseignants, nous sommes habitués à travailler avec des outils particuliers comme des progressions, des programmes, des programmations, des outils d'évaluation. Donc, c'est comment réussir à présenter des programmes adaptés à ces enfants en situation de polyhandicap et donc de donner la possibilité à ces enseignants de trouver de nouveaux repères et de se lancer dans l'accompagnement pédagogique de ces enfants. Et à côté de ça, on propose aussi donc, du prêt de matériel pédagogique, toujours en lien avec, donc nous on fera toujours le lien avec les équipes médico-sociales qui sont en charge des projets d'accompagnement individualisé des enfants, parce que c'est eux aussi qui font sens, en apportant notre regard sur l'aspect pédagogique. Et puis, on aura notre unité d'enseignement pilote qui fera partie du centre ressources, qui sera mise en application de ce qui pourrait ressortir du centre ressources et qui pourra permettre aussi d'accueillir en scolarisation partagée, en soutien à cette inclusion scolaire ou alors en soutien d'un accompagnement dans un institut médico-éducatif des enfants sur des temps d'apprentissage ciblés et sur cette scolarisation adaptée. Donc, au sein de notre unité, qui n'est pas encore reconnue par l'éducation nationale. Nous sommes en cours, mais nos démarches avec l'ARS et l'éducation nationale ont été freinées par la crise sanitaire. Donc voilà, c'est en courant 2021, ça va certainement se décanter. Et donc, lors de cette unité, ça nous permettra aussi bien d'accompagner des enfants dans différentes situations avec des emplois du temps adaptés, mais également de pouvoir appuyer, lorsqu'on proposera des formations aux professionnels, de venir voir concrètement comment ça peut se mettre en place. Et la formation didactique, c'est formidable, mais quand on peut l'associer à du concret, c'est encore plus parlant et encore plus bénéfique pour ces différents acteurs-là. D'autant que, si je ne me trompe pas, dans ce centre des possibles, vous n'avez pas l'intention vous ne voulez vraiment pas être dogmatique, et donc vous n'avez pas l'intention de choisir une approche plutôt qu'une autre, du Snozelen plutôt qu'autre chose, de telle communication alternative plutôt qu'une autre. Votre idée, c'est vraiment de pouvoir justement toutes les proposer et proposer à l'enfant celles qui lui seront les plus bénéfiques. Alors, dans le cas du polyhandicap, ce n'est pas possible de se figer, et même dans tous les types de handicap, en fait. Je parle du polyhandicap, mais pour tous les types de handicap, c'est pareil. On ne peut pas se focaliser sur une seule méthodologie, une seule approche. En fait, les enfants ont leur singularité, il va falloir pouvoir coller à leurs besoins le plus possible. Donc nous, par contre, on a souhaité se former un maximum de choses et de pouvoir les accompagner, ces enfants-là, de manière globale, pluridisciplinaire, avec une multimodalité de l'approche. Donc, en fonction des besoins, on va aller piocher un petit peu partout pour pouvoir proposer ce programme adapté et individualisé avec des outils qu'on peut trouver un petit peu partout. Après, sur la question de la communication alternative et augmentée, c'est un point phare de notre projet. On s'appuierait véritablement à répondre aux recommandations de la Haute Autorité de Santé qui ont aussi été publiées il y a quelques semaines concernant le polyhandicap. Et donc, on s'est focalisé sur, en effet, quelques outils robustes de communication. Et donc... Et l'intégration sensorielle fait aussi partie, je crois, des approches que vous souhaitez mettre en place. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, l'intégration sensorielle est un point et une base importante à travailler pour la construction des apprentissages à suivre. Donc, il va falloir, en fait, dans le cas du polyhandicap, on ne peut être qu'à la frontière entre le pédagogique, et mine de rien, et l'accompagnement du soin.
on ne rentre jamais véritablement parce qu'on on laisse ce travail-là aux équipes du médico-social qui sont formées et qui sont spécialisées pour intervenir dans ces domaines. Mais pour autant, ce n'est pas possible d'accompagner uniquement sur les apprentissages scolaires et le cognitif sans dévier sur l'utilisation de ces méthodes bien particulières-là. Ouais. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous m'avez dit quand on a préparé ce live. Vous m'avez dit, en fait, on continue à vouloir faire avec l'existant, avec les formes qui existent, alors que justement, ça n'a pas marché jusqu'à présent. Donc, il y a vraiment une nécessité de créer de nouvelles formes. Et en cela, l'expérience, la riche expérience de Laure est aussi très intéressante à souligner, à découvrir. Je vous remercie, Laura, et on va maintenant donner la parole à Laure Sautreau, qui est avec nous. Laure, vous êtes la présidente de l'association ISAE. Vous êtes la maman de 2 enfants, dont Manon, qui est une adolescente également de 15 ans et qui est porteuse de troubles du spectre de l'autisme. Vous êtes également la maman d'un petit garçon précoce. Et vous avez mis en place avec l'association ISAE un dispositif totalement innovant. Mais il faut dire que vous n'en êtes pas à votre premier fait d'armes parce qu'il y a quelques années, vous aviez déjà, pour répondre aux besoins de votre fille et face à l'inexistant, au manque, vous aviez créé une école inclusive. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a 5 ans, j'ai commencé à voir arriver la fin de scolarité en Ulysse école pour ma fille et j'ai commencé à avoir certaines inquiétudes à l'idée de son avenir scolaire. J'avais très envie qu'elle continue à être scolarisée en milieu ordinaire, mais voilà, le collège, ça m'effrayait un peu. Donc, j'ai voulu anticiper et créer une école qui pourrait l'accompagner encore quelques années en étant répondant à ses besoins et en lui permettant d'être entourée d'enfants de son âge, d'enfants plus jeunes aussi. Voilà, donc j'ai créé Terre et Crayon avec tout un groupe de collègues, de parents et d'amis. Et l'idée de cette école, c'était vraiment créer une école inclusive et qui permettrait à chacun de développer ses potentiels en jouant sur différents facteurs. C'est-à-dire qu'on a joué sur le facteur coopération. Donc, on a vraiment fait en sorte que les enfants puissent s'appuyer sur l'entraide, sur la solidarité pour pouvoir développer leurs compétences. On a joué sur le facteur matériel en investissant dans toute une série de matériel adapté. Donc, on a, nous aussi, ces fameux coussins, les casques anti-bruit, les timers, mais aussi les chambres à air de vélo entre les pieds de chaise pour que les enfants qui ont une hyperactivité puissent bouger et suivre en même temps la classe. On travaille au sol, on a aménagé les locaux de façon à ce que les enfants puissent être dans le mouvement, qu'ils ne soient pas tenus d'être 6 heures par jour assis à un bureau. Voilà, ils peuvent apprendre allongés par terre en faisant de la lecture, mais ils peuvent aussi apprendre en travaillant debout à une table parce que certains sont plus à l'aise pour travailler debout qu'assis. Voilà, donc on a joué sur différentes facettes et on est parti du principe qu'on n'allait pas fonctionner forcément en classe, CP, CE1, CE2, CM1, mais alors en groupe, et puis qu'on allait apporter vraiment de la souplesse dans ces groupes et permettre aux enfants d'aller d'un groupe à un autre en fonction des besoins du moment. C'est-à-dire qu'on s'est autorisé à se dire qu'un enfant qui aurait besoin de revoir la technique opératoire de l'addition pourrait quitter son groupe habituel pour aller intégrer le groupe qui travaillait à ce moment-là sur cette technique-là, et puis pour pouvoir intégrer encore un nouveau groupe sur une autre notion. Alors, on s'autorise ces transitions-là dans l'école. Et donc, les enfants n'apprennent pas tous en même temps la même chose. On travaille vraiment comme ça, avec des ateliers. Et puis, par exemple, dans le cas de ma fille, qui avait besoin de continuer ses apprentissages scolaires, mais pas uniquement, parce que c'était parfois trop long, trop coûteux pour elle, on s'est autorisé à mettre en place des ateliers pâtisserie, des ateliers jeux, des ateliers pâte à modeler, qui pouvaient répondre à d'autres besoins. Et on y intégrait d'autres enfants aussi, qui avaient besoin aussi de soupapes ou qui avaient besoin de travailler quelque chose de l'ordre de la motricité fine ou de la lecture, donc avec les lectures de recettes. Voilà, donc c'est vraiment le principe clé de cette école, c'est s'adapter aux besoins de chaque enfant et pas mettre de barrières et rien s'interdire. Bien sûr. Et quand on parle des pistes que justement vos différentes initiatives pourraient ouvrir, si on parle d'inclusion, lorsqu'on parle d'inclusion à grande échelle, cette question des groupes justement beaucoup plus flexibles fait aussi que les enfants sont beaucoup moins stigmatisés
lorsqu'ils vont passer d'un groupe à l'autre, lorsque sur telle matière, tel enseignement, ils vont être avec des plus jeunes qu'eux, quand sur une autre, ils vont être avec des plus âgés, etc. Donc peut-être que déjà là, il y a une piste intéressante à suivre pour permettre aux enfants d'être accompagnés au plus proche de leurs besoins et pas de leur âge. Oui, alors c'est vrai que le fait de fonctionner déjà en classe unique, on a une toute petite école, on accueille une trentaine d'élèves et on fonctionne en classe unique, c'est-à-dire qu'on a plusieurs temps dans la journée où on est tous ensemble. Alors ce sont des temps où on va travailler sur, par exemple en atelier philo, on peut travailler tous ensemble. En sport, on va pouvoir travailler tous ensemble en n'ayant pas les mêmes exigences et pas forcément les mêmes consignes pour chacun, mais on va pouvoir vraiment faire vivre le groupe classe autour de certaines activités. Et puis on va scinder le groupe après en fonction d'autres critères. Parfois, ce sont des critères de compétences et puis parfois, ce sont des critères aussi de goût. C'est-à-dire que par exemple, en sport, on va proposer aux élèves de choisir une des deux activités sportives de la période. Donc d'abord, ce sont les élèves qui proposent des activités sportives, puis ils vont s'inscrire dans une des deux activités de référence. Et donc, ils vont se retrouver en groupe, mais pas en groupe de niveau, pas en groupe d'âge, en groupe d'affinité pour le sport. Et donc, cette habitude qu'ils ont d'être mélangés, d'être mixés de différentes façons, ça fait qu'à aucun moment, du coup, un élève est stigmatisé puisque finalement, personne n'est mis à part. Tout le monde change et tout le monde intègre des nouveaux groupes ponctuellement comme ça sur la journée. Après, ce qui facilite vraiment les choses, c'est le petit effectif et le bon taux d'encadrement. Moi, j'ai enseigné 16 ans dans l'éducation nationale avant de monter cette école. Et j'ai été très en difficulté souvent par ce nombre, cet effectif qui faisait que j'avais tant de mal à pouvoir répondre aux besoins de chacun de mes élèves. Ça, c'était vraiment une grande frustration pour moi. J'avais l'impression de courir toute la journée pour essayer d'aller voir un tel. Et j'y arrivais pas. J'y arrivais pas à 30. Voilà, je passais à côté, je faisais de mon mieux, mais j'avais toujours cette frustration de ne pas pouvoir répondre suffisamment. Là, avec un demi-effectif, quand je me retrouve avec 14-15 élèves, mon collègue 14-15, évidemment que j'ai beaucoup plus de temps à consacrer à chacun et que je peux du coup prendre le temps d'observer, parce que ça, c'est vraiment fondamental, observer la façon qu'a chaque élève d'apprendre, ce qui va favoriser sa progression. Et du coup, je peux m'adapter à lui. Je peux prendre un temps pour aller au sol avec un élève parce qu'il est bien quand il est allongé pour apprendre à écrire, et je peux aller travailler dans la cuisine avec un autre élève sur un petit temps parce qu'il y a du monde à l'école pour s'occuper des élèves. Donc voilà, au-delà de la formation et des moyens matériels, techniques, il y a quand même le facteur humain, le taux d'encadrement qui joue énormément et qui nous permet vraiment de travailler correctement. Alors, Manon a fréquenté donc l'école Terre et Crayon pendant quelques années, mais ensuite, elle a regagné une Ulysse Collège, un dispositif Ulysse Collège. Alors, on a mené en parallèle. Voilà, en parallèle, l'Ulysse Collège et l'école Terre et Crayon. L'Ulysse, alors à l'Ulysse, on a eu la chance de tomber sur une équipe qui a vraiment fait de son mieux, qui a fait tout ce qu'elle a pu pour aider Manon. Mais Manon s'est retrouvée en difficulté, très clairement. Elle était en souffrance souvent parce qu'en décalage avec le reste du groupe. Et on a eu beaucoup de mal à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, notamment les objectifs de socialisation. Et au bout d'un moment, on a souhaité arrêter, tant du côté de l'équipe professionnelle que du côté de la famille. On s'est bien rendu compte qu'on arrivait au bout d'un parcours, donc on a arrêté l'Ulysse Collège. Et là, on a obtenu une notification d'IME. Et comme beaucoup de familles, on a fait le tour des IME et puis refus sur refus parce que les listes d'attente sont énormes et qu'il n'y a pas de place. Donc, on s'est retrouvé avec zéro solution. Et on nous a bien expliqué que de toute façon, même quand Manon remonterait en haut des listes d'attente, de toute façon, elle n'aurait plus l'âge d'intégrer l'IME. Et donc, on nous a gentiment expliqué que ce n'était pas la peine de nourrir trop d'espoir parce qu'il n'y avait pas d'espoir qu'elle intègre un IME un jour. Donc, ça a été la maison. La maison, alors on a la chance d'avoir toujours été accompagnés du coup par des intervenantes à domicile des éducs qui font toujours un travail remarquable, mais la présence aussi professionnelle soit-elle d'une éduc, ça ne remplace jamais un groupe de copains et de copines. Et moi, j'ai vu en quelques semaines ma fille plonger, vraiment régresser en termes de communication, en termes d'envie de faire, et je l'ai vue sombrer dans une sorte de dépression. Elle était sur son canapé et plus envie de bouger, pas forcément envie de s'habiller, et ça m'a beaucoup attristée, évidemment, et j'ai trouvé ça profondément injuste qu'à 15 ans on se retrouve sur son canapé chez soi et qu'on soit privé de socialisation. Donc j'ai cherché une solution en urgence et je me suis dit en fait ce dont Manon a besoin, c'est d'autres enfants.
Ces éduques, elles manifestaient régulièrement aussi le manque de travail en équipe, ce besoin qu'elles avaient aussi d'échanger avec d'autres professionnels. Et donc, je me suis dit, comment faire en sorte de répondre à ces besoins-là? Eh bien, en regroupant je me suis dit que l'idée, ce serait peut-être de regrouper tous ces jeunes à domicile, seuls avec leurs éduques, dans un même lieu, pour que, au lieu de faire de la rééducation chacun tout seul chez soi, on puisse éduquer tous ensemble et donc faire de la socialisation, travailler le langage, travailler la communication, l'autonomie, et donc joindre l'utile à l'agréable, être avec des copains, des copines pour les enfants, être avec des collègues pour les professionnels, et puis tous ensemble nourrir un vrai projet éducatif pour les jeunes. Voilà, et donc en termes de faisabilité de la chose, je me suis dit que j'allais taper à la porte de la mairie pour demander si je pouvais bénéficier de locaux qui sont utilisés sur les temps périscolaires, en sachant que moi, les besoins que j'avais pour ma fille et puis pour d'autres enfants, c'était des besoins sur les temps scolaires. Donc, j'ai demandé à la mairie de mon village s'ils seraient d'accord pour nous prêter les locaux du centre de loisirs des adolescents du CRES, donc de mon village. Et j'ai eu l'immense chance de tomber sur des gens très à l'écoute et soucieux d'apporter leur pierre à l'édifice. Et donc, ça a été une réponse positive tout de suite et on a pu démarrer le projet très rapidement. J'ai fait la demande en juin et on a pu ouvrir le SAS en octobre. Ouais. Donc, le SAS, c'est service d'aide à la socialisation. Voilà, donc Manon a pu quitter son canapé pour retrouver une vie sociale. Alors donc sur le fonctionnement un petit peu d'un réseau d'assistants maternels, les ados se retrouvent et partagent des activités, partagent du temps et des activités. Les éducateurs, eux, sortent aussi vous nous disiez que c'était important aussi pour eux comme pour les enfants de sortir d'une relation duelle. Et pour les enfants, pour les ados, d'être aussi au contact d'autres éducateurs. Avec le leur, ils vont faire certaines activités, mais ils vont aussi en faire d'autres avec l'éducateur d'un copain. Voilà, tout à fait. C'est ça. J'avais à cœur aussi que ma fille, et puis ça vaut pour les autres jeunes, puissent avoir d'autres référents que l'éducateur ou l'éducatrice avec lequel ou laquelle ils passent leur journée. Ça, c'est vraiment bénéfique de pouvoir s'adapter, de pouvoir être souple et pouvoir accepter de répondre à quelqu'un de nouveau. Je pense que c'est quelque chose d'important pour leur vie future aussi. Donc ça, c'est un gros avantage. Et puis, l'avantage qu'il y a à mutualiser comme ça, donc à se retrouver tous ensemble dans un même local, qui nous est prêté gracieusement par la mairie, c'est le fait qu'on ne demande pas aux familles d'investir encore une fois financièrement dans une solution pour leurs enfants. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est juste déplacer l'activité de ces professionnels. On n'a pas dû embaucher de nouveaux professionnels et donc il n'y a pas eu d'impact financier sur les familles. C'était déjà des familles qui utilisaient leur PCH pour accompagner leur enfant à domicile. Et donc cette PCH qui finance l'accompagnement à domicile, au lieu de servir à domicile, elle sert au SAS. Donc c'est zéro dépense supplémentaire pour les familles et c'est tout bénéfice pour les apprentissages, l'autonomie et la joie de vivre au quotidien. Parce que c'est ça ce qui est important aussi à mes yeux, c'est pouvoir préparer l'avenir de ces jeunes, pouvoir continuer à apprendre et à la fois préserver un confort de vie, une joie de vivre, un épanouissement personnel immédiat, parce qu'ils ont droit à ça aussi. On a de l'ambition pour nos enfants, on a envie de préparer leur avenir, on a envie qu'ils soient les plus autonomes possibles. Mais voilà, j'ai à cœur aussi de toujours penser à ce qu'elle profite aussi de son enfance, de son adolescence, qu'elle vive des bons moments. Et voilà, ce dispositif, ça permet de répondre à ces deux objectifs-là à la fois. Alors, c'est un dispositif, on peut peut-être le dire, qui est proposé au CRES. C'est ça. Puisque quand les municipalités, quand les villes accompagnent des projets inclusifs comme ça, on peut les citer. Comme ça, les autres voudront aussi s'investir dans ce type d'action. Moi, ce que je trouve vraiment remarquable, notamment avec ce projet, c'est à quel point il peut être vite, vous le disiez, et facilement mis en place, puisque des locaux disponibles, beaucoup de mairies en disposent. Lorsqu'on a un centre de loisirs qui est inoccupé en dehors des mercredis et des vacances scolaires, on peut vraiment le mettre à disposition pour ce type de rencontres et d'échanges pour permettre cette socialisation de ces enfants qui, sans ça, seraient claquemurés chez eux. Tout à fait. C'est vrai que souvent, la réponse qu'on nous fait quand on demande mais pourquoi ça ne marche pas, la réponse est souvent parce qu'on manque de moyens et de formation. Et c'est vrai, c'est un fait, on manque de moyens et de formation. Mais parfois, face à l'urgence, on arrive à trouver des solutions qui ne nécessitent pas forcément de moyens supplémentaires. Alors, c'est vrai que voilà, il faut encore tomber sur des gens qui sont d'accord pour mettre à disposition des locaux et ça ne se trouve pas tout le temps facilement.
et la formation, on peut arriver à la trouver grâce à Internet aussi. Et puis grâce à la co-formation, le fait de se retrouver à plusieurs éducs sous un même toit, au niveau de la formation, c'est très riche aussi. On peut s'apporter des tuyaux, des billes, dire voilà, moi j'ai appris ça en formation, je te transmets cette notion-là, chose qu'on ne peut pas faire quand on est tout seul à domicile avec un enfant. Donc ça répond à ces besoins-là aussi. Et puis, oui, ces locaux, on peut arriver à les trouver en tapant aux portes donc des centres de loisirs municipaux, et puis aussi des clubs sportifs, des clubs de loisirs, des clubs artistiques. Il y a quand même beaucoup d'infrastructures, beaucoup de locaux qui sont utilisés sur les temps périscolaires et qui ne sont pas utilisés sur les temps d'école où ces jeunes sont à la maison seuls. Donc, l'idée pour moi, c'était vraiment ça, c'était trouver une solution facile, rapide et gratuite. Et je pense qu'on doit pouvoir arriver assez facilement à essaimer ce dispositif-là en allant taper aux portes des associations, des mairies, des élus, et en leur expliquant que voilà, il s'agit juste là pour le coup d'un peu de bonne volonté, mettre à disposition des locaux, et on ne demande rien de plus. C'est jouable, c'est faisable, et ça peut vraiment rendre service aux jeunes et aux professionnels. Ouais. Alors, ce que met aussi en lumière, merci Laure, l'expérience de Manon et la vôtre, c'est la difficulté de l'accompagnement scolaire des adolescents, de la scolarisation des adolescents et de leur prise en charge. Parce que, vous l'avez dit, Manon a eu une notification MDPE, elle avait, IME, je veux dire, elle avait 14 ans et demi. Oui, 13 ans et demi, 14 ans. C'est ça. Ça veut dire que oui, c'est toujours la question du manque de place. Moi, j'ai fait le choix pour ma fille de la maintenir le plus longtemps possible en école ordinaire. Alors, on ne m'avait pas prise en traître, on m'avait prévenu que c'était un choix risqué. On m'avait souvent invité à faire un autre choix, c'est-à-dire qu'on m'avait proposé de demander une notification IME bien plus tôt, en me disant « mais tu verras, si tu tardes trop, après ce sera trop tard. Manon ne pourra plus intégrer un IME quand elle sera trop grande ». Voilà, étant aussi enseignante, j'avais envie qu'elle continue à bénéficier de l'école le plus longtemps possible. Et puis, voilà, je me disais, je trouverai toujours bien une solution, on y arrivera. Pour le coup, voilà, je me suis confrontée à cette difficulté-là. Après, il y a la question des apprentissages, mais il y a la question aussi de la socialisation. C'est-à-dire qu'en Ulysse Collège, Manon pouvait poursuivre ses apprentissages scolaires parce que pour le coup, l'adaptation était faite par l'équipe enseignante. Ce qui était beaucoup plus difficile, voire impossible pour elle, c'était de continuer à travailler sa socialisation. Elle s'est retrouvée avec des adolescents qui n'avaient pas du tout les mêmes centres d'intérêt qu'elle, qui étaient déjà dans des discussions d'ados, qui pouvaient échanger sur leurs goûts musicaux, qui pouvaient discuter. Et Manon était encore dans des jeux de petits. Elle avait envie de courir, de faire des câlins, d'avoir des jeux qui relevaient d'enfants beaucoup plus jeunes. Et elle ne trouvait pas son compte à l'Ulysse Collège. Alors qu'elle trouvait son compte à l'école Terre et Crayon, parce qu'il y avait toute cette diversité d'âge qui faisait qu'elle elle allait avec joie jouer avec les petites 6 ans, les petites 7 ans ou 8 ans, et elle y trouvait son compte, voilà, parce qu'il y avait des enfants de cet âge-là. Donc, l'adolescence, moment difficile, parce que les écarts se creusent et qu'on a parfois beaucoup de mal en milieu ordinaire à répondre à tous les besoins. Moi, j'étais vraiment très, très attachée à l'inclusion à tout prix, exclusivement. C'était quelque chose qui était très, très fort chez moi. Je ne voulais pas envisager autre chose que le milieu ordinaire. Et dans le cas de ma fille, alors ça ne vaut pas pour une généralité, mais dans le cas de ma fille, je me suis rendu compte qu'elle avait besoin aussi à un moment donné de se retrouver avec des enfants qui lui ressemblaient au niveau de son mode de communication, de ses jeux. Et elle a grandement bénéficié voilà, du fait de se retrouver avec des jeunes qui fonctionnent comme elle, qui vont utiliser un peu moins le langage, beaucoup plus des jeux sensoriels et le tactile. Voilà. Et donc ça nourrit son épanouissement au quotidien. Ouais. Je pense que l'équilibre, pour ma fille en tout cas, l'équilibre est à rechercher entre des temps d'inclusion. Par exemple, elle a été inscrite très longtemps dans un club de trampoline où elle allait faire du trampoline au milieu des autres ados qui n'étaient pas porteurs de handicap. Et là, ce temps-là, c'était adapté. Elle progressait, elle a appris des choses extraordinaires. Et puis d'autres temps où elle a besoin de se retrouver en milieu plus adapté avec des enfants qui lui ressemblent au niveau de son fonctionnement. Dans tous les cas, je retiens aussi ce que vous toutes m'avez dit lorsque nous préparions ce live, c'est que la bonne scolarisation, c'est celle qui est adaptée à l'enfant, c'est celle qui répond aux besoins de l'enfant. Et c'est de là que tout doit partir.
Donc, il ne s'agit certainement pas, et c'est pour ça que lorsqu'on a présenté ce live, on parlait de scolarisation même au pluriel, parce que non seulement il en existe, et Sonia l'a bien dit, il existe différents dispositifs, mais par ailleurs, elle ne va pas forcément être la même tout au long des apprentissages de l'enfant, et quand il aura 6 ans ou quand il en aura 16. C'est ce que prouve aussi l'expérience de Manon, qui a pu être très bien un temps à l'école, et puis qui, à un moment, avait ce décalage. Merci beaucoup, Laure Sautreau, de cette présentation donc de l'association ISAE et du SAS, du service d'accompagnement à la socialisation. C'est ça. Le SAS. Merci à vous. Je précise que vous retrouverez sur le blog d'Optoys beaucoup plus de renseignements sur les différentes associations de nos intervenantes, dont nous vous donnerons évidemment régulièrement des nouvelles parce que ce sont des projets que l'on va suivre et essayer d'accompagner au mieux. On va bientôt conclure, il nous reste une dizaine de minutes. Peut-être, alors je voudrais qu'on dise un mot sur la sensibilisation, sur la nécessité de sensibiliser. On en a un petit peu parlé, non seulement les enseignants, les autres enfants, toute l'équipe éducative, et notamment de faire face, on nous a posé une question en ce sens, au harcèlement. Alors comment est-ce qu'on peut justement accompagner la scolarisation des élèves porteur d'une différence, et peut-être aussi pour montrer à tout le monde que c'est une chance, pas seulement pour ces enfants-là. Qu'est-ce que d'après vos expériences d'enseignantes, de parents, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Il y avait Stéphanie qui voulait parler. Oui. Stéphanie, oui. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme à l'école quand la maîtresse elle ne voit pas. Moi, je voudrais juste parler de ce qui se passe dans le Puy-de-Dôme. Ouais. Nous avons la chance, nous, d'avoir un... Vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais. D'accord. Nous avons la chance à l'inspection académique, en fait, au service de l'école inclusive, nous, d'avoir une équipe d'enseignants spécialisés par handicap. Donc, je rebondis un peu sur ce que Laura a dit, en fait. C'est-à-dire que nous, on a donc un pôle ressources, des enseignants spécialisés donc, pour les déficients visuels, les déficients auditifs, voilà, ceux qui souffrent d'un polyhandicap, l'autisme, les enfants précoces. J'essaye de ne pas en oublier. Je regarde voilà, les difficultés cognitives, les difficultés d'apprentissage, tout ce qui est dyslexie, dyspraxie. Ouais. Donc, nous, on a un enseignant spécialisé par handicap qui peut aller observer l'enfant dans la classe, aider l'enseignant et faire de la sensibilisation au niveau des équipes pédagogiques. Voilà, on a de la chance. Voilà, nous, c'est vrai qu'on est bien lotis. La seule chose, c'est qu'on est quand même un grand département et que on est énormément sollicité. On essaye en fait de réunir un petit peu les équipes pédagogiques par circonscription. Et ce qu'on aimerait, moi vraiment, là, je vais essayer de travailler ça, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on a beaucoup de ressources quand même au niveau de l'éducation nationale, mais on ne s'en sert pas toujours. C'est-à-dire que par circonscription, il y a effectivement des RASED, il y a effectivement des conseillers pédagogiques, et l'idée, ce serait vraiment de former les équipes de circonscription pour qu'elles puissent après aller dans les classes et intervenir au niveau des enseignants. Ce serait l'idéal. Ça serait vraiment l'idéal parce qu'en fait, nous, sur tout le département, c'est difficile de se déplacer tous les jours, matin, après-midi, sur tout le mois. Et si on arrivait à sensibiliser les conseillers pédagogiques, les RASED, en fait, il faut sensibiliser au niveau local. Voilà, ça ce serait l'idéal. Et on va essayer, moi je vais essayer un petit peu de sensibiliser mon inspecteur là-dessus. Et je pense que c'est un petit peu, on a des moyens, vraiment, on a des moyens au niveau de l'éducation nationale et on ne s'en sert pas toujours. Et je pense qu'on a du travail là-dessus. Et il faudrait qu'on travaille également avec les associations, vous, parce que voilà, qui est bien formé, c'est les parents, c'est sans doute eux qui sont les mieux formés. Et c'est vrai qu'il faudrait arriver à travailler en collaboration éducation nationale et association pour pouvoir former au niveau local parce que les enseignants en ont besoin vraiment de tous ceux qui en fait qui sont au plus près de l'enfant. Voilà, oui. Donc
Il y a beaucoup de commentaires ce soir de personnes qui disent que ce sont là de très beaux projets, mais qui déplorent de ne pas voir de tels projets sur le terrain, qui disent qu'ils sont loin de la réalité qu'eux peuvent traverser. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces parents-là? Quels recours ont-ils justement si la scolarisation de leurs enfants, de leur enfant, ne leur permet pas de correspondre à ces besoins? Sonia, peut-être sur ce point. Après, quand un parent rencontre des difficultés sur le lieu de scolarisation, la première personne déjà, le premier interlocuteur, c'est l'enseignant. Donc, il arrive parfois, souvent, quand il n'y a pas de bonne réponse, l'enseignant est peut-être pas réceptif. Enfin, ça dépend des enseignants. Mais après, déjà, au-delà de ça, la mauvaise réponse, elle vient peut-être aussi de la notification auprès de la maison départementale du handicap. Peut-être que l'orientation ne convient pas à la famille. Peut-être que si la MDPH leur a envoyé une orientation pour rentrer dans un IME, peut-être que la famille n'est pas d'accord. Donc déjà, il y a déjà une problématique par rapport à ça. Après, si la famille n'est pas d'accord par rapport à cette orientation-là, elle peut se retourner auprès de la MDPH en faisant un recours gracieux. On peut, c'est ouvert, on est dans un pays de droit. Donc, quand on n'est pas d'accord, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord et on a le droit de défendre son point de vue. Donc, le recours est gracieux. Ils peuvent rencontrer des personnes de la MDPH. Parfois, il y a des auditions pour permettre aux familles aussi d'apporter des éléments supplémentaires parce que peut-être que le dossier n'a pas les éléments suffisants pour être analysé de façon optimisée par rapport à la demande de la famille. Parce que la famille connaît l'histoire de son enfant, connaît comment son enfant réagit, comment il fonctionne, et peut-être que les pièces matérielles qui sont dans le dossier ne sont pas suffisantes, et ça nécessite un entretien qui permet de décrypter en fait vraiment toutes les répercussions qu'a le handicap sur son enfant. Et parfois, les décisions peuvent être reconsidérées, pas forcément repasser en équipe pluridisciplinaire, mais peut être reconsidéré par la commission qui va réviser sa décision dans le sens de la famille ou avoir aussi une autre idée par rapport à l'amélioration de la scolarisation de leur enfant. Donc là, ça peut être un recours parce qu'on n'est pas d'accord avec la décision de la MDPH. Quand effectivement l'enfant est à l'école, le recours, c'est l'enseignant. Il y a aussi les enseignants référents qui ont un grand rôle à jouer. Et aussi, il y a aussi l'inspecteur de l'éducation nationale sur la question des élèves en situation de handicap, qu'on peut aussi solliciter par rapport à une problématique. Mais ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il il faut quand même le dire. Il n'y en a pas un par académie, oui. Mais ce qui est important de dire, c'est que quand on n'est pas d'accord, on a un point de vue, en tant que parent, on a un point de vue, on a des demandes, l'enfant aussi a des besoins, et c'est important aussi de pouvoir échanger avec les interlocuteurs. Alors, ce n'est pas si simple, parce que les interlocuteurs, on a parfois l'impression qu'ils n'écoutent pas ou que les parents ne sont pas entendus. Mais c'est important de se battre quand même et on peut aussi s'appuyer sur les associations. Il y a la FCPE, l'association des parents d'élèves aussi, qui peut appuyer et qui peut accompagner les familles parce qu'ils sont présents dans l'école, les représentants. Donc, on peut aussi les solliciter. Mais surtout, il ne faut pas rester seul et voilà. il faut pouvoir échanger avec des personnes et voir si toutefois les choses elles sont mal construites. Ouais. Donc, oui, le conseil qu'on peut donner, oui, Laura. Oui, alors non, terminez votre question, Sonia. Non, mais je voulais justement rebondir sur ce que disait Sonia en conseillant effectivement toutes les personnes qui ce soir en commentaire nous ont fait part des situations très douloureuses que vivaient leurs enfants, que vivaient leurs familles depuis longtemps, qui sont peut-être à bout de force, de se tourner vers des associations, de regarder en ligne des écoles, il y a Epsilon à l'école, des associations sur des troubles 10 qui peuvent les accompagner et qui sauront aussi les conseiller justement dans leurs différents recours. Donc vraiment, Sonia vous disait, ne restez pas seul. Sur le blog Doctoys, on essaie aussi au maximum de partager des ressources, bien entendu, et notamment en termes de sensibilisation, on en parlait, des enseignants comme des parents et des enfants. Voilà, ne restez pas seul. Il y a une association près de chez vous, forcément, qui peut vous aider à mener ce combat, parce que c'en est un, mais à faire valoir votre droit. Vous êtes dans votre droit, votre enfant est dans son droit.
faites-le valoir. On sait que c'est un constat. Je rebondis d'ailleurs avant de laisser Laura parler, c'est que la plateforme marentrée.org, c'est pas pour donner des solutions, surtout c'est pour recueillir la parole des familles, parce qu'on ne peut pas défendre des personnes si on ne connaît pas leur situation. Donc c'est important justement de parler de votre situation, ça aura forcément des répercussions, pas directes parce qu'on n'intervient pas directement sur le territoire, mais comment le gouvernement peut prendre conscience des situations qui sont compliquées et de savoir qu'il y a plus que 500 familles qui sont en difficulté, si ces familles-là ne témoignent pas ou ne se manifestent pas. Et c'est compliqué pour nous, en fait, c'est compliqué de pouvoir défendre si on n'a pas suffisamment, il faut vraiment se faire... On n'obtient pas gain de cause quand on... Non, du tout. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que la plateforme marentrée.org, elle a été faite aussi, pas l'UNAPI toute seule, mais il y a aussi beaucoup de partenaires, des partenaires associatifs de grandes associations, des associations représentantes des parents, des familles, mais aussi des associations européennes qui sont sur le droit des enfants et des droits à la scolarisation. Donc, ce sont des choses qui sont prises à bras-le-corps par beaucoup de partenaires et c'est important qu'on porte le maximum de familles. Oui, il y a une soixantaine d'associations partenaires de cette campagne. Donc, la liste est sur le site de marentrée.org et on vous a mis un lien sur l'article de blog. Donc, regardez aussi auprès de ces associations, celles qui peut-être pourraient justement vous aider. Laura, un dernier mot peut-être? Oui, moi je voulais revenir sur l'autre partie de la question et des réactions certainement, parce qu'on n'a pas accès nous aux commentaires des gens directement, donc c'est un peu compliqué pour nous de réagir, mais on imagine bien la souffrance qu'il y a des différentes familles qui peuvent suivre notre live sur cette question très très sensible de l'inclusion et qui doivent vivre des situations très très frustrantes pour leurs enfants et des situations très douloureuses. Et que là, c'est vrai qu'avec ce live, on vient aussi présenter des initiatives qui sont innovantes sur nos territoires et qui peuvent aussi rajouter de la frustration de se dire que moi, sur mon territoire, c'est un petit peu le néant en termes de propositions. Ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, nos propositions, elles sont locales, mais elles ont toute vocation à vouloir inspirer d'autres, que ce soit des porteurs de projets, mais également des professionnels, que ce soit du médico-social ou d'éducation nationale. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants aussi qui sont derrière leurs écrans, peut-être même des inspecteurs académiques qui pourront aussi très certainement se mettre en lien avec nos différentes équipes, nos différentes associations ou nos différents services ou centres, et pour prendre plus de renseignements, pour justement créer des initiatives similaires. Il y a des textes de loi qui sortent de plus en plus concernant cette question et cette obligation de la scolarisation. Il y a le grand projet de l'école inclusive. Donc forcément, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Notre difficulté toujours, si je reviens sur ma casquette de parents, c'est qu'on a des échelles de temps qui sont différentes entre ces institutions décisionnaires et puis nous, nos attentes avec notre vie réelle et nos enfants, pour qui on n'a pas de solution. Nous, on a beaucoup d'inspecteurs. On a quand même 3 inspecteurs de d'autres régions qui ont eu écho de notre projet par des familles également et qui sont venus jusqu'à nous pour poser plus de questions, savoir sur quoi on s'appuyait. Et donc, après, on a donné quelques données et puis ils se mettront en lien aussi avec leurs homologues sur notre territoire. Donc, voilà, les choses bougent. Et donc, voilà, je voulais soutenir de loin tous ces parents qui sont à l'attente de solutions. Ne vous découragez pas. Je sais que c'est très, très long. Sonia vous a donné de bons conseils. C'est pour l'instant de vous appuyer sur cela et puis de pouvoir porter aussi le projet de vos enfants. Oui, tout à fait. C'est aussi l'idée de ce live que d'essaimer et de faire naître peut-être quelque chose est en train de se dessiner, des projets, des actions. Je pense qu'effectivement, vous pourrez les unes et les autres conseiller en ce sens. On peut transmettre, mais de toute façon, les coordonnées de vos associations sont facilement trouvables. Voilà, donc on espère vraiment que ces échanges, que cette table ronde permettra, même si c'est évidemment une contribution très, très modeste que la nôtre, mais permettra de faire prendre conscience de ce que vivent les enfants porteurs de handicap et leurs familles par rapport à cette question de la scolarisation, de la non-scolarisation, des incidences que ça a sur la famille. On n'en a pas beaucoup parlé, mais bien entendu, chacun peut facilement comprendre, et surtout depuis le confinement, à quel point c'est difficile de mener une vie
normal dans une fratrie quand un des enfants n'est pas scolarisé, à quel point c'est difficile pour une femme souvent de mener une carrière quand son enfant n'est pas scolarisé, à quel point c'est difficile pour le couple, à quel point ces familles ont besoin de répit. Donc voilà, on espère qu'on aura pu un petit peu participer d'une prise de conscience, faire naître des projets et puis voilà, faire que les décisionnaires s'activent un petit peu parce qu'effectivement, il y a une urgence. Il y a toujours à l'heure actuelle des enfants qui sont sans solution de scolarisation et j'espère qu'on pourra l'année prochaine peut-être proposer d'autres rencontres et montrer comment la situation a évolué. Peut-être qu'on retrouvera justement certaines de vos projets, de vos initiatives étendues à grande échelle. Écoutez, c'est tout ce que l'on souhaite. Je vous remercie infiniment toutes les 5 d'avoir participé à cette table ronde. On est vraiment très heureux d'avoir pu faire entendre votre parole et faire découvrir vos projets pour l'inclusion. Voilà. Vous retrouverez la semaine prochaine ma collègue Sarah Garcia-Gallon justement pour un échange autour du polyhandicap et de la relation de cause à effet avec Thierry Damigo qui est ergothérapeute, EasyTech et polyhandicap. Donc ce sera mercredi prochain à 21h. Moi, je vous remercie encore beaucoup. Ce live pourra être retrouvé sur notre page YouTube ainsi que sur notre blog en replay et vous en aurez également un récapitulatif sur notre blog. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir.